Bonjour, je me présente, Emmanuelle April-Arcan, membre de l'Association du Québec à Compostelle, et je suis accompagnée aujourd'hui de Guy Vermette et Julie Lalande, également membres de l'association. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Ils sont également animateurs, donc ils animent les ateliers de préparation pour un premier chemin, également les ateliers pour le retour. Et Guy donne une conférence sur la préparation psychologique lors de la journée des partants. Donc, on va parler de la dimension psychologique dans les chemins de Compostelle. J'avais une première question pour toi, Guy. Donc, on le sait, Compostelle, c'est une expérience mémorable, intense. On aurait plusieurs adjectifs à mettre sur cette expérience-là. Donc, comment on se prépare psychologiquement pour un chemin? Oui, effectivement, l'expérience de Compostelle est mémorable et intense, mais on le dit toujours, elle est unique à chacun. Donc, ces trois qualificatifs se trouvent vraiment à caractériser tous les gens qui se trouvent à partir sur Compostelle. Et on est unique, intense et mémorable en lien à soi-même, aux personnes qu'on rencontre et à la nature dans laquelle on se retrouve. Donc, cette réalité-là, très intense et très singulière à chacun, pour bien s'y préparer psychologiquement, d'une part, c'est important qu'on prenne acte du fait, qu'on prenne vraiment bien conscience qu'on part avec qui on est, avec nos forces, nos vulnérabilités, la personnalité que nous sommes, le tempérament, les émotions, donc toutes ces réalités. Et c'est important psychologiquement que lorsqu'on a le projet de partir, on n'ait pas une certitude, mais une certaine confiance qu'on va avoir plus de force que de vulnérabilité qui vont se déployer. Le deuxième élément important au niveau psychologique, c'est de savoir pourquoi on part. Parce que ça va déterminer beaucoup le genre d'expérience qu'on va vivre. Et à cet égard-là, c'est important peut-être de se rattacher à qu'est-ce qu'a été la bougie d'allumage de son expérience. Parce que souvent, la bougie d'allumage, c'est qu'on a trouvé un sens, un pourquoi à vivre cette expérience qui résonne en nous. Donc, c'est vraiment important. L'autre volet qui pourrait être considéré sur le plan de la préparation psychologique, c'est peut-être d'amener le moins possible de choses de ce qu'on laisse derrière. C'est sûr qu'il y a des gens qui partent avec des questions. Donc, c'est une chose qu'on peut amener avec soi en partant, autre que nous-mêmes, c'est le questionnement. Parce qu'on s'attend peut-être à ce que le chemin nous apporte des réponses, mais tout ce qui s'appelle des tracas, des embêtements, des responsabilités, des fonctions reliées à nos engagements sociaux, familiaux, c'est souhaitable d'essayer de partir le plus léger possible pour être capable vraiment d'être avec soi-même en priorité sur le chemin. C'est important également d'avoir psychologiquement cette ouverture de base, une grande ouverture à s'insérer dans une vie quotidienne qui va être caractérisée de lenteur et d'apprentissage et de nouveauté. Donc, tu sais, les gens qui aiment vraiment être très campés, tout déterminés d'avance, ils ont à lâcher prise pour être capables de s'insérer dans le chemin et de nourrir cette ouverture-là au quotidien. Puis peut-être le dernier point, ça serait de... Tu sais, quand Julie et moi, on le voit à chaque atelier qu'on se trouve à co-animer, les gens ont énormément d'enthousiasme dans la perspective de partir. Et c'est important que cet enthousiasme-là soit incarné dans la réalité, qu'on soit réaliste par rapport à ce qui est projeté. Et ce qui est vrai sur le plan de l'attention à l'égard de l'enthousiasme avant de partir, c'est vrai également par rapport à l'émerveillement durant notre parcours, durant notre expérience. Donc, de jamais perdre de vue que c'est important d'être réaliste par rapport à l'exigence de cette... Parce qu'on parle d'intense, là, mais c'est aussi excessivement exigeant et on aura l'occasion d'en parler tantôt.
Une des dimensions de la préparation psychologique qui est de réfléchir peut-être à ses motivations. Donc, pourquoi on veut faire un chemin? Donc, qu'est-ce que les partants disent? Que ce soit pour un premier chemin ou un 9e, un 10e, là. Qu'est-ce que les gens disent? C'est quoi les motivations pour faire un chemin de Compostelle? Bien, Emmanuel, moi, je pense que je ferais d'abord une distinction entre ceux qui partent pour une première fois, puis ceux qui repartent pour une deuxième, troisième fois. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris. Non, ils ont tout compris, mais effectivement, c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris. On a même quelqu'un dans l'association de la région de Montréal qui part pour une 17e fois. Okay. Et son QI est très bon. Il comprend tout. Donc, pour ceux qui partent pour une première fois, il y a multiples raisons. Ça peut être, on voit souvent des gens qui débutent leur retraite de cette façon-là. Ils arrêtent de travailler, puis c'est un projet qu'ils avaient depuis longtemps, puis là, ils ont le goût de commencer leur nouvelle vie, de retraiter leur nouvelle vie en partant marcher sur les chemins de Compostelle. On a des jeunes aussi qui partent pour faire une coupure entre les études puis le travail. On en a une dernièrement qui, elle, était sur le marché du travail, une assez jeune aussi, qui, elle, se rendait compte de la folie du marché du travail, puis avait besoin de faire un pas derrière, puis se faire une parenthèse dans sa vie pour aller recadrer sa volonté de ce qu'elle veut faire de sa vie. On voit souvent des gens qui partent parce qu'ils ont vécu un deuil, puis ils ont besoin d'aller réfléchir à ça. Des gens qui ont eu des problèmes de santé, puis qui s'en sont sortis d'une belle façon, puis qui ont le goût d'aller célébrer la vie, célébrer leur vie, puis de se retrouver dans la nature. Puis il y a ça aussi, il y a des gens qui partent juste pour aller marcher, puis être dans la nature, être dans la beauté, être dans la rencontre de soi, mais dans la rencontre de l'autre aussi. Tandis que les gens qui repartent pour une deuxième, troisième fois, souvent, on leur dit que c'est un genre de dépendance, c'est un genre de piqûre. Une fois qu'on est allé une première fois, souvent, on veut y retourner pour encore là plusieurs raisons. Que ce soit pour se retrouver dans la nature, parce que plusieurs sections des chemins sont magnifiques, puis on veut aller retrouver ça. L'espèce de liberté qu'on a sur le chemin, on se lève le matin et tout ce qu'on a à se demander, tout ce qu'on a comme questionnement, c'est qu'est-ce que je mange aujourd'hui, puis où est-ce que je dors ce soir. Le restant de la journée, c'est dans le plaisir, dans l'attention à soi, dans l'attention à la beauté autour de nous, ou des choses plus difficiles aussi. Donc, il y a ça. Pour ceux qui retournent aussi, parfois, il y a un volet, on a vu aussi des gens qui repartaient pour plusieurs fois, puis qui ajoutaient un volet de ramasser des sous pour une cause en particulier. Fait qu'il y a ça aussi. Moi, la première fois que je suis partie, je pensais qu'il y avait un chemin de Compostelle, puis que c'était 2-3 semaines. Quand on en a fait un, on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Fait qu'il y a aussi ça, d'aller faire tous les autres chemins qui partent de différents pays. Fait que vraiment, les raisons sont multiples et propres à chacun. Propres à chacun. Oui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Guy. Ben moi, je pense que c'est très bien circonscrit, cette vastitude-là de moyens, parce qu'ils sont effectivement très nombreux, mais ça reflète justement l'importance de se poser la question initiale du pourquoi on part. Parce que justement, ces variétés-là amènent des motivations différentes, des états d'âme différents, des intentions, des préparations différentes. Donc, puis on le dit aussi, c'est un défi et il y a des moments plus difficiles. Donc, donc, quand on réfléchit à ces motivations, ça peut aussi aider, j'imagine, à passer par les moments plus difficiles, mais en quoi, justement, la préparation psychologique peut aider pour ces journées-là, ces moments-là, que ce soit des blessures physiques, que ce soit plus au niveau de la fatigue, des enjeux qu'on va vivre sur le chemin. C'est pas pour rien que l'Association du Québec à Compostelle met tant d'énergie et de temps à préparer les gens à partir. Parce que la prise d'informations
le témoignage, d'être capable d'anticiper la nature de l'expérience, même si l'expérience, elle est unique à chacun, qu'on puisse goûter un peu, prendre connaissance, réagir, partager avec d'autres sur justement ces difficultés-là, parce que tu sais, c'est une expérience intense et exigeante. Donc, c'est clair qu'il y a des difficultés qui vont être rencontrées, qui vont être vécues. Donc, ce qu'on a comme responsabilité, c'est vraiment de bien se préparer et principalement dans notre tête, parce que si on est bien préparé dans notre tête, on va bien prendre charge de qu'est-ce qui est dans le sac à dos, qu'est-ce qu'on a dans les pieds. Puis, donc, on est le cavalier, là, on est le cocher. T'sais. Et donc, on a la responsabilité de prendre des décisions et d'aller vers des gens qui vont nous permettre d'être le mieux préparés possible. C'est sûr que pour des personnes qui sont anxieuses, des fois, l'anticipation comporte son propre stress. Donc, une association comme celle à laquelle on appartient est aussi un lieu de calmer les attentes. Et les ateliers que Julie et moi, on co-anime au niveau des premiers partants, on en est témoin. Il y a des gens qui ont des stress, qui peuvent être même des angoisses. Et on a à inviter les gens à prendre des moyens pour être capable là, de se calmer un peu. Donc, tu sais, les difficultés, ils peuvent être nombreuses. Ils peuvent être de l'ordre des blessures possibles. Ils peuvent être au niveau de l'épuisement. Ils peuvent être au niveau du découragement. Donc, les états psychologiques qu'on se doit de nourrir pour composer avec ça est beaucoup de l'ordre de la vigilance puis de la bienveillance. Être vigilant de qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, dans mes états d'âme, dans mon corps, pour être capable de ne pas laisser aller le symptôme ou le signe que le corps nous a envoyé. Être capable d'habiter suffisamment également l'instant présent pour pas que les 850 ou les 1500 kilomètres à marcher encore nous enlèvent de l'énergie pour être capable de composer avec le quotidien. Donc, psychologiquement, c'est une profonde invitation à être capable de tout faire pour habiter l'instant présent. Donc, et il y aurait peut-être aussi, il y a le risque, tu sais, il y a deux autres problèmes qui peuvent se manifester fréquemment sur les chemins. Un, c'est le rapport au temps. Dans le sens que les gens qui achètent un billet de retour, qui ont une date de retour, qui ont 3 semaines de vacances pour être capables de vivre leur expérience, ils sont un peu déterminés par cette contrainte de l'agenda, de l'horaire. Les conditions idéales, c'est que les gens n'aient pas de date de retour, puis qu'ils reviennent quand ils ont le goût de revenir. Mais quand je disais tantôt conjuguer avec réalisme nos intentions, c'est de composer justement. Et donc, ce facteur temps-là, il ne faut jamais, comme je mentionne dans ma conférence dans la journée de préparation des partants, c'est qu'il ne faut pas se laisser... faut pas que le temps devienne une épreuve. Et il ne faut pas non plus se faire envahir par la destination. Oui. Il me reste 3 jours, mais il me reste 120 km à marcher pour me rendre à San Diego. On peut-tu aménager, faire de l'accommodement pour être capable de soit me rendre à destination en trichant un peu, puis en prenant peut-être le bus ou le train, ou en disant, OK, mon expérience au quotidien a été extraordinaire jusqu'à présent, et je m'arrête là parce que je n'ai pas d'autre temps consacré. Et le dernier point, ça serait la grande difficulté, parfois, c'est d'être plus dans le chemin des autres que dans le sien. Parce que, tu sais, on le sait, c'est exigeant, c'est intense par rapport à la présence à soi. Et il y a des gens que ça va être peut-être la première fois de leur vie qui vont être si souvent avec eux-mêmes en action, puis en santé. Donc, les gens ont quotidiennement à prendre des décisions
pour se confirmer à eux-mêmes qu'ils sont dans leur chemin à eux. Oui. Puis j'ajouterais à ça l'importance de faire son chemin. Parce que on parlait des ateliers des partants. Les gens qui viennent à l'association pour se préparer à partir reçoivent plein d'informations super pertinentes. Quoi mettre dans son sac, combien de kilomètres faire par jour, quoi manger, comment se préparer physiquement. Puis on entend aussi, le moindrement qu'on regarde des films ou des témoignages, on entend des histoires de synchronicité, de miracle du chemin, de t'as un problème, le chemin va te donner ta réponse. Oui, ça arrive, mais pas tout le temps. Des fois, tu as 2-3 jours qu'il pleut, puis tu es dans la boîte, puis tu es tout seul. Ça se peut, ça aussi. Fait que si tu t'attends, si tes espoirs, tes attentes sont dans la synchronicité sans cesse, puis de faire des rencontres miraculeuses tout le temps, bien, ça se peut qu'on soit déçu. Oui, puis tu n'es plus dans le moment présent. Ben non, c'est ça, tu es dans l'attente. Que ça arrive. Voilà. Oui, c'est ça. Fait que l'importance de faire son chemin, puis d'être ouvert à ce que son chemin nous apporte à chacun. C'est ça. Parce qu'on parle beaucoup là, de la préparation, mais le retour fait partie du chemin, en quelque sorte. Ça fait partie de l'expérience du chemin, puis on vit tous un peu cette espèce de questionnement de comment là, je peux prendre le chemin puis amener ça dans mon quotidien, comment cette expérience-là peut avoir un impact sur mon quotidien. Donc, c'est ce que j'aurais envie de te poser là, comme question. C'est une question super importante. Moi, je pense qu'une des bonnes façons qui est très pertinente, c'est de se laisser du temps. Se donner du temps quand on revient. Si la personne est encore sur le marché du travail, par exemple, revenir le dimanche puis travailler le lundi matin, tu n'as peut-être pas les meilleures chances de revenir paisiblement. Fait qu'essayer le plus, des fois c'est pas possible, mais si c'est possible, de se donner du temps pour revenir puis se poser un peu. Explorer aussi des moyens de faire vivre ce qu'on a trouvé sur le chemin. Se faire un album photo, écrire. Il y en a qui écrivent pendant qui marchent. Il y en a d'autres qui pourraient écrire après. À l'association, il y a plein d'activités de conférences, de souper, causeries, sauce, puis les marches le mercredi, le samedi. Donc, de se retrouver avec des gens qui ont vécu la même expérience, on peut la partager. Ça aussi, c'est une façon de faire vivre son expérience que de la partager. Guy parlait d'ouverture dans comment qui est une belle qualité à mettre en place quand on est sur le chemin. Je pense que l'ouverture, c'est aussi une belle qualité à mettre en place quand on revient, d'être ouvert, parce que évidemment, le rythme est bien différent. Tantôt, je parlais de se lever, qu'est-ce que je mange, où est-ce que je vais dormir. Quand on revient chez nous, il y a des comptes qui nous attendent, il y a des réparations à faire dans la maison. Fait que être en ouverture, de ça aussi, se laisser du temps, de se trouver si on est parti avec des questions, puis que peut-être qu'en réfléchissant sur le chemin, on a trouvé des réponses, bien, tranquillement mettre en place ça, garder en esprit ça, parce que c'était très clair quand on était sur le chemin. Quand on revient ici, c'est facile de se faire prendre par la folie de la vie du quotidien. Ça, fait que garder en tête ce qu'on avait identifié sur le chemin, puis de mettre en place les changements qu'on avait souhaités. Puis une autre chose, je pense, qui est importante, c'est d'être ouvert à ceux qu'on a laissés, à ceux qui sont restés ici. Parce qu'il peut y avoir un décalage, je pense, de nous qui revenons un peu en état d'émerveillement. On est un peu sur notre nuage quand on revient. Et les gens qui sont restés, que ce soit nos conjoints, nos amis, nos enfants, eux, ils tapent du pied un peu. Puis ils ont une liste de choses qui nous attendent, puis il y a ça à faire. Ils sont peut-être pas tout à fait conscients de ce qu'on a vécu sur le chemin, puis c'est pas évident à comprendre non plus. Donc, être ouvert aussi à leur réalité, puis essayer de trouver
un chemin de rencontre entre ces deux mondes-là. C'est une poursuite du chemin, parce que sur le chemin, l'ouverture à l'autre, de rencontrer l'autre comme il est aussi, d'être sensible à ça, fait que c'est une poursuite un peu là, du chemin. Là. Tout à fait. Fait que, il y a des bénéfices à faire ce chemin-là, et concrètement, comment on poursuit dans comment intégrer ça dans notre vie de tous les jours, ces bénéfices-là du chemin finalement. Là. Je ne sais pas si Guy, tu as quelques idées à nous partager ou tu voulais ajouter. Je voulais juste ajouter un propos à ceux de Julie, à l'effet que cette transition-là est encore beaucoup plus importante habituellement chez les gens qui sont partis pour une première fois. C'est sûr, comme tu mentionnais tantôt, quand tu es rendu à la 15e fois, à la 17e fois, tu te fais pas... Non, bien, ceux qui ont 15, 17 fois, les gens autour ne posent plus la question, mais pourquoi tu repars? Mais quand tu repars une deuxième, troisième, quatrième fois, donc dans le bas de gamme de la fréquence, là, ça peut être fréquent que les gens manifestent de l'incompréhension de ce qui se passe là, dans tes motivations. Là. Donc, la bienveillance des revenants d'un premier chemin, je pense qu'elle est requise au retour pour accepter qu'il y ait une transition importante, qu'il y ait un clivage parfois entre la réalité de leur entourage et la leur, et donc d'avoir cette ouverture à ne pas vouloir prêcher la bonne parole de l'expérience extraordinaire qui vient d'être vécue, là, parce que les gens peuvent avoir facilement la réaction « Ah, mon Dieu, ça fait un peu illuminé là, sur le plan de l'expérience. » Donc, ça ne facilite pas les rapports humains quand il y a un clivage comme ça là, dans la transition. C'est ça, parce que c'est pas tant un voyage qui se raconte comme quand on va visiter des grandes villes ou quoi que ce soit. Donc, ça peut amener aussi cette distance-là avec les gens quand on revient. Tout à fait. Parce que, tu sais, on dit toujours qu'on peut partir voyageur ou marcheur, mais on revient pèlerin. Mais c'est quoi revenir pèlerin? Ça découle d'un cheminement intérieur qui a été fait, qui n'est pas observable. Donc, il faut du temps, puis il faut de l'effort, puis il faut des relations entretenues dans le temps pour qu'autrui qui n'a jamais vécu l'expérience saisisse vraiment un peu ce que peut représenter le cheminement qui a été accompli. Et donc, les bénéfices là, qui restent, les acquis là, dans la vie de tous les jours. Là. Les bénéfices, ils peuvent être nombreux tout autant que les motivations. Oui. C'est sûr que l'Association du Québec à Compostelle fait la promotion de ces trois valeurs organisationnelles que sont la simplicité, l'ouverture, la générosité. Et ces trois valeurs-là, une valeur, c'est quoi? C'est un élément de sa vie sur lequel on met de l'importance. Et le cheminement qu'on a fait durant notre expérience de Compostelle nous a amené à vivre concrètement ces trois valeurs-là. Donc, on espère au retour de pouvoir faire de la place à de l'ouverture, à de la générosité, à de la simplicité. Mais il y a un tas d'autres avantages ou bénéfices qu'on a pu retirer, qui est d'être plus présent à l'instant présent, de vouloir mettre davantage l'importance sur tu sais, dans le sens que l'expérience de Compostelle nous a amené à passer dans une passoire. Et donc, d'en ressortir avec une perception puis avec une conviction qu'il y a des choses qui sont plus essentielles que d'autres. J'aime l'image, comme l'essence qui passe au travers de la passoire. Combien de personnes qui reviennent d'un chemin de Compostelle et qui reviennent dans leur appartement, dans leur maison, puis qui regardent certaines choses qui traînent ou qui sont entreposées depuis des mois, des années, puis qui se disent, dans leur élan de simplicité intérieure, il me semble que ça, j'ai vraiment plus besoin de ça. Là. Ne serait-ce que nos vêtements. Oui. On part avec 2 t-shirts, 3 paires de shorts, puis on revient chez nous, puis notre garde-robe déborde. Là. Tout à fait. Donc, tu sais, tous ces attributs-là, toutes ces valeurs-là,
Et ils peuvent être nombreuses, tu sais, avoir le souci, le désir d'entretenir la lenteur. Tu sais, de reprendre la vitesse que le calendrier impose. Ça peut facilement nous rendre nostalgiques de la lenteur vécue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'on le refait une deuxième, ça peut être influencé par ça, parce que comme Julie mentionnait tantôt, les chemins sont tellement extraordinaires, c'est les lieux à visiter, les expériences uniques à vivre à chacun d'entre eux. Tu sais, il n'y a comme pas de limite à pouvoir nourrir sa vie d'expériences nouvelles sur les chemins de Compostelle. Mais en même temps, on peut se rendre compte de la valeur inestimable que peut comporter ces gains-là de l'expérience du chemin dans la conduite de notre propre vie au quotidien. Là. Assurément. Je ne sais pas si Julie, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça. J'ajouterais quelque chose de personnel, mais que je pense qui est sûrement partagé avec plein de gens qui sont partis. Moi, j'ai fait 3 chemins. Puis depuis ces 3 chemins-là, je suis consciente qu'il y a une force qui devait être là, cachée loin en dessous de plein d'autres choses, de plein d'autres couches. Mais j'ai une force maintenant qui m'habite et qui est je sais que c'est mes expériences du chemin qui l'a fait grandir. Qui l'a fait grandir. On a parlé déjà un petit peu des conditions gagnantes là, pour le retour. Ça m'a fait sourire ce que tu racontais tout à l'heure, parce que moi, mon premier chemin, quand je suis revenue le lendemain, je suis retournée au travail. Je ne coche pas cette condition gagnante. Si peut-être tu avais peut-être une ou deux là, qui est peut-être qui te vient en tête, là, peut-être que tu aurais tendance à recommander en premier lieu. Là, de conditions gagnantes? Oui, pour revenir, pour le retour. Là. Pour le retour. Sur ton expérience, de ce que tu as entendu dans les échanges, dans les ateliers de retour. Qu'est-ce qui ressort un petit peu? Là? Bien, moi, je dirais que, un peu comme, tu sais, on se prépare beaucoup avant. On se sert du guide, on vient à l'atelier, on fait des ateliers, on va marcher, on s'entraîne. Je pense que le retour se prépare aussi. Les dernières, dépendamment du nombre de temps qu'on part, derniers jours, dernières semaines où on est sur le chemin, c'est peut-être une bonne idée de réfléchir à comment on souhaite notre retour, comment on le voit. Puis une fois qu'on est revenu, ben de se trouver des façons ou des lieux où on peut faire vivre ça. Puis je pense que les ateliers du retour sont une bulle, sont des bulles très propices à ça. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, parler de notre chemin, qu'est-ce qu'il y a à dire? Oui, c'est ça. J'ai marché à tous les jours, j'ai vu des eucalyptus, j'ai vu de l'eau, j'ai vu la mer, si j'étais sur les tournesols. Oui, puis... Mais parler de ce qui m'habite depuis ce temps-là, parler de ce que j'ai vécu intérieurement, on ne peut pas le faire avec n'importe qui, on dirait. Puis les ateliers du retour permettent un temps à chacun de raconter ça, de mettre un peu de mots là-dessus et d'être entendu par des gens qui ont vécu un peu la même chose. Et il y a vraiment un beau partage là-dedans. Puis dans nos ateliers, on fait, des ateliers du retour, mais on fait aussi des ateliers pour les gens pour qui ça a été plus difficile. Parce qu'il y en a, parce qu'ils sont blessés, parce qu'il y a eu des événements à Montréal et ils ont dû revenir rapidement, parce que c'était pas ça, pour 1000 raisons, ça n'a pas bien été. Et ces gens-là, dans les ateliers du retour normaux, se sentent un peu en décalage parce que eux, ça n'a pas bien été. Fait que c'est quoi mon problème à moi? Fait qu'on fait aussi des ateliers pour ces personnes-là et c'est très pertinent aussi pour eux. C'est prendre soin aussi de cette dimension-là psychologique dont on parlait, tu sais, le retour est aussi important. Oui, parce qu'on peut le voir comme un échec, mais on peut aussi le voir comme une expérience puis en faire profiter de ce qui a été vécu comme événement difficile. Là. Puis, je prêche pour ma paroisse, mais favoriser son retour, moi, je pense que c'est aussi pertinent de profiter de toutes les activités de l'association, ne serait-ce que les marches, les conférences.
Puis, à la limite, peut-être devenir bénévole pour l'association. Ça aussi, c'est une façon de faire vivre sa flamme. Moi, je marche plus, je peux plus marcher pour des raisons de santé actuellement, mais assister aux ateliers de ceux qui partent pour une première fois, voir leurs étoiles dans les yeux, assister à ceux qui reviennent puis voir ce qu'ils ont intégré, pour moi... j'ai une place dans leur pack-sac, puis je suis avec eux dans leur voyage. Là. La flamme, la fameuse flamme. La fameuse flamme, effectivement. Guy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de partager je pense par rapport à ça? Julie a vraiment bien fait le tour de la question du retour, mais je dirais qu'il y a, en complément, ou peut-être pour ramener à l'essentiel, je pense que le retour a ses exigences comme le chemin l'a, dans le sens que c'est important de prendre son temps, puis d'apporter des ajustements. Donc, prendre son temps et d'apporter des ajustements, on le découvre rapidement sur le chemin. T'sais, même si on nous a avertis, on nous a informés, quand on est sur le chemin, puis qu'on arrive à un village, puis qui devait être le lieu où on allait s'arrêter, puis on est rendu à 26 km, puis on se rend compte qu'on ne peut pas coucher là, on est obligé de faire un 6 km de plus. Les kilomètres s'ajoutent. Donc, il y a une série d'ajustements sur le chemin, soit à en faire plus ou à en faire moins, à changer le rythme de nos départs. Au retour, c'est la même chose. Il y a des ajustements, il y a des changements, il y a des prises de décision auxquelles on va être conviés parce qu'on porte en soi une expérience qu'on veut faire vivre. Qu'on veut faire vivre à partir de tous les moyens que Julie a mentionnés, mais que dans la quotidienneté, que quand on se lève le matin puis qu'on se couche le soir, on se dise au terme de la journée, il me semble qu'il y a quelque chose en moi qui est là, qui perdure, que j'entretiens, qui m'inspire, qui m'anime, qui m'aide davantage à être en lien avec autrui. Moi, je sais bien, j'ai un sentiment de gratitude quotidienne quand je me couche le soir où je me dis « merci la vie ». Et c'est beaucoup, en partie, mes deux expériences de Compostelle qui m'ont, parce que la première expérience, ça a été un chemin de gratitude. Et le deuxième a été un chemin de bienveillance. Donc, tu sais, quand tu as le sentiment qu'une expérience de 39 jours ou de 3 semaines en est venue à faire autant de place en toi à la gratitude, à la bienveillance, à la générosité, à la simplicité, à l'ouverture, tu as le goût, au plus profond de toi-même, de prendre les moyens pour être capable de le faire vivre au quotidien. Merci. C'était un plaisir, Emmanuel. Tu es là aujourd'hui pour en discuter grand avec plaisir. nous.